Mes parents avaient pris ma carte de crédit Gold pour payer un SUV et une moto d'une valeur de 48 000 $. Quelques jours plus tard, ma belle-sœur m'a brandi les clés au visage et mon père paradait avec sa moto. Pris de soupçon, j'ai réclamé ma carte. Ils ont ri, nous le méritons plus que toi. Mais quand j'ai vérifié le contrat, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Parce que la carte qu'ils avaient vidée était en réalité. Je suis rentré dans le parking de l'appartement juste au moment où le soleil descendait bas sur Boise, colorant les bords du ciel de cette teinte dorée profonde qu'on ne voit qu'à la fin août. L'air portait encore la chaleur de la journée, mais une brise s'était levée, emportant avec elle la douceur fumée du barbecue de quelqu'un à quelques portes de là. Je suis resté un moment avant de sortir, laissant le bourdonnement des cigales et les rires lointains de la cour des voisins m'apaiser pour la soirée. À l'intérieur du bâtiment, l'air frais m'a frappé et j'ai jeté un coup d'œil au crochet du couloir où je gardais ma veste de rechange. Elle avait disparu. J'ai froncé les sourcils. Pas une alarme, exactement, mais avec ce genre de curiosité qui picote l'arrière de l'esprit. Peut-être que je l'avais laissée dans la voiture. Mais non, je l'avais portée il y a 2 nuits pour aller à l'épicerie, je l'avais suspendue juste ici après. Alors que je me tournais vers ma porte, Madame Lang du 3B fermait la sienne à clé. « Bonsoir, Zéphra » a-t-elle appelé, glissant ses clés dans cet énorme sac à main qu'elle portait toujours. « Salut » ai-je dit, remontant mon sac sur mon épaule. « Tu vas bientôt voir tes parents » a-t-elle demandé, le ton léger, mais les yeux curieux. Je ne t'ai pas entendu en parler depuis un moment. J'ai réussi à esquisser un petit rire en déverrouillant ma propre porte. On verra. J'ai été occupé. Elle a souri, mais j'ai surpris le rapide regard évaluateur qu'elle m'a lancé avant de descendre le couloir. Je suis entré, sa question tournant en boucle dans mon esprit. Mes parents m'avaient envoyé quelques SMS vagues la semaine dernière. Rien de concret, juste, j'espère que tu vas bien, et, on devrait bientôt se parler. Quelque chose ne me semblait pas juste, mais je me suis dit que ce n'était rien. Le lendemain matin, j'ai traversé la ville en voiture pour déposer un livre pour enfants que ma nièce avait laissé dans ma voiture le mois dernier. Le ciel était clair et sans nuages, la circulation assez fluide pour laisser mes pensées vagabonder. En arrivant dans l'allée de mes parents, j'ai remarqué que la porte du garage était à moitié ouverte. Mon père, Garrick, était obsédé par sa fermeture. C'était inhabituel. Je suis entré par la porte de côté en criant « Bonjour ». L'odeur de café infusé et quelque chose de légèrement floral se mélangeait dans l'air. Mes pas m'ont mené à mon ancienne chambre, où la première chose que j'ai remarquée était les tiroirs légèrement ouverts. Ma boîte à bijoux était sur la commode, son couvercle de travers. Une légère odeur de mon parfum préféré flottait dans l'air, plus prononcée qu'elle n'aurait dû l'être après si longtemps. Mes yeux ont automatiquement balayé la pièce. La photo encadrée de moi et de ma défunte mère, celle avec son écriture au dos, avait disparu. Tout comme le petit étui en cuir où je gardais une carte de débit de rechange, toujours rangée dans ma table de chevet. Je suis resté immobile un instant, une vieille phrase de ma mère me revenant à l'esprit. On ne remarque la fuite que lorsque le sol est déjà gondolé. Au bout du couloir, j'ai entendu la voix de mon père dans la cuisine, basse, suivie du rire de ma belle-mère, Vanna, trop vif, comme si elle masquait quelque chose. Je suis resté silencieuse, décidant de ne confronter personne. Pas encore. Mieux valait garder mes cartes près de moi et voir ce qu'ils pensaient pouvoir s'en tirer. J'ai laissé le livre sur la table du couloir et je suis retourné à ma voiture, le garage toujours béant derrière moi. Cet après-midi-là, je me suis arrêté au showroom de moto où travaillait ma belle-sœur, Elaris. J'avais une invitation pour la baby shower de sa collègue et j'ai pensé que c'était une aussi bonne excuse qu'une autre pour prendre la température. Le souffle de la climatisation m'a accueilli en entrant, ainsi que l'odeur de caoutchouc et de chrome poli. Alary m'a tout de suite repéré, son sourire un peu trop rapide, trop vif. « Zéphira, quelle surprise » a-t-elle dit en contournant le comptoir. « Il fait assez chaud dehors pour toi. » On se croirait dans un four, ai-je dit en lui tendant l'enveloppe. Je me suis dit que ça t'éviterait un timbre. Nous avons discuté de la vague de chaleur, de la foire locale à venir, des banalités habituelles d'une petite ville. Puis, au milieu d'une phrase, elle a penché la tête et a demandé « Tu consultes souvent ton application bancaire ?» J'ai été si négligente avec la mienne ces derniers temps. La question est tombée étrangement entre nous. J'ai gardé mon visage neutre, répondant d'un ton désinvolte, quand j'y pense. Elle a hoché la tête,
mais ses yeux ont jeté un coup d'œil à son téléphone pendant une demi-seconde avant qu'elle ne le glisse dans sa poche. Un léger sourire narquois jouait au coin de sa bouche. Puis elle a changé de sujet, parlant d'une nouvelle livraison de moto qu'ils avaient reçue. Pendant qu'elle parlait, j'ai senti les pièces du matin s'emboîter, la chambre dérangée, l'étui de carte de débit manquant, et maintenant cette petite sonde sur mes habitudes bancaires. Une fois, c'est un hasard, 2 fois, c'est une tendance. Nous avons terminé la conversation et je suis retourné dans la chaleur de la fin d'après-midi, le soleil pesant sur mes épaules. En partant, j'ai repassé les découvertes du matin à côté de cette étrange question. La chaude soirée de l'Idaho semblait plus lourde maintenant, l'air épais comme une tempête attendant quelque part au-delà de l'horizon. À un feu rouge, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Pas de nouvelles notifications, mais je l'ai quand même posé face vers le haut sur le siège passager. Quoi qu'il arrive, je voulais le voir dès qu'il arriverait. Je ne le savais pas encore, mais le prochain bip de ce téléphone allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur la famille. Les jeudis après-midi au bureau se déroulaient généralement dans un ronronnement régulier. Mon bureau faisait face à la grande fenêtre avant, donc le soleil entrait juste sous le bon angle pour rendre mon écran d'ordinateur légèrement irritant à lire. J'étais plongé dans la réconciliation des comptes clients de fin de mois, vérifiant une colonne de chiffres tenaces quand mon téléphone a vibré contre le bois. J'ai baissé les yeux, m'attendant à un autre email promotionnel ou à une alerte de calendrier bénigne. C'était une notification push de ma banque. Achat confirmé. SUV de 48 000 $, moto. Pendant une seconde, j'ai pensé que ça devait être une arnaque par hameçonnage. J'ai cliqué sur l'application, mes mains se refroidissant de cette lente vague qui part de la base de la colonne vertébrale. Les chiffres ne mentaient pas. Un SUV tout neuf et une moto de sport haut de gamme débitée sur ma carte de crédit Gold, celle que je gardais sous clé pour les véritables urgences. Je me suis rassise dans mon fauteuil, fixant l'écran. C'était comme regarder la main d'un étranger plongée directement dans mon portefeuille. Mon pouls était passé de régulier à insistant, mais pas frénétique. Je savais que j'avais besoin d'avoir la tête claire. Un souvenir a refait surface sans y être invité. Mon père Garrick, adossé dans son fauteuil inclinable il y a des années, souriant narquoisement à mon inquiétude à propos d'un prêt. Dans cette famille, on partage tout, avait-il dit. À l'époque, j'avais pris ça pour de la sagesse populaire. Maintenant, ça sonnait comme un manifeste. J'ai cliqué sur les détails de la transaction. L'adresse du concessionnaire m'a sauté aux yeux, à moins d'1 mile du showroom de moto où travaillait ma belle-sœur. Ma langue s'est pressée contre mon palais et j'ai forcé une lente expiration. J'ai appelé la banque. Le représentant a confirmé l'achat, vérifié l'adresse et m'a gentiment rappelé que, puisque c'était ma carte, j'étais responsable à moins de pouvoir prouver le contraire. Je l'ai remercié, promis de suivre avec des documents et mis fin à l'appel. Chaque instinct me criait de conduire directement chez mes parents, de leur agiter le relevé au visage et d'exiger une explication. Mais une autre voix, plus calme, plus froide, m'a rappelé. Ils s'attendraient à ça. Une crise pourrait être tournée en malentendu. L'épreuve, le timing, le contrôle, c'étaient les vrais outils ici. En début de soirée, j'avais lissé mon expression en quelque chose qui ressemblait à de la neutralité. Mon voisin du dessous, Dan, organisait son barbecue annuel de fin d'été, et j'avais accepté des semaines auparavant de passer. L'air extérieur était épais de l'odeur de maïs grillé et de charbon de bois, souligné par le son paresseux de la musique country d'une enceinte posée sur le porche. Dans le jardin, les enfants couraient pieds nus dans l'herbe tandis que les adultes se pressaient autour, tenant des assiettes en carton. J'ai souri, accepté un verre de thé sucré de la femme de Dan et trouvé une place près de la table pliante garnie de salades de pommes de terre et de coleslaw. Alors que je me servais un verre de limonade, un homme que je reconnaissais vaguement de l'immeuble d'en face s'est légèrement penché. Et, j'ai entendu dire que tes parents ont enfin eu la voiture qu'ils méritent. Son ton était désinvolte, mais ses yeux brillaient de la satisfaction de transmettre une nouvelle rumeur. Les mots ont atterri avec précision. La voiture qu'ils méritent. Pas juste « ont acheté une voiture » ou « ont eu une voiture ». La formulation donnait l'impression d'une récompense, d'une fatalité. J'ai courbé ma bouche en un sourire poli. Ah bon, ai-je dit légèrement, comme si la déclaration ne signifiait rien de plus que les prévisions météo. Ouais, a-t-il continué, ignorant le resserrement de ma mâchoire. Je l'ai vu garer dans leur allée hier. Elle a l'air bien. J'ai entendu dire qu'ils économisaient pour quelque chose comme ça.
J'ai pris une gorgée de limonade pour gagner une seconde. Quelqu'un avait préparé le terrain. Une image de mes parents en épargnant disciplinés se faisant enfin plaisir, omettant commodément la carte de crédit de qui avait été utilisée pour le faire. Tant mieux pour eux, ai-je dit finalement, laissant la conversation dériver vers des sujets plus sûrs comme la fête de quartier du mois prochain. Autour de moi, les bavardages et les rires se sont fondus en bruit de fond. Dans une petite communauté, les histoires voyagent plus vite que la vérité. Une fois que les gens ont décidé de la version qu'ils aiment, elle se calcifie. La corriger demande plus qu'un simple démenti. Cela demande de démonter tout l'échafaudage qu'ils ont construit. J'ai gardé ce commentaire pour plus tard. Il y aurait un moment pour faire tomber leur château de cartes, mais pas dans le jardin de Dan devant une assiette de poitrine de bœuf. Le soleil se couchait au moment où je me suis éclipsé, déclinant l'offre de Dan d'une assiette à emporter. Ma voiture était encore chaude de la journée alors que je me suis glissé sur le siège conducteur, l'air sentant légèrement le charbon de bois du barbecue du voisin. Sur le chemin du retour, le schéma était impossible à ignorer. La question trop désinvolte d'Iris sur mon application bancaire hier. L'état dérangé de mon ancienne chambre ce matin, l'étui de carte de débit manquant. Maintenant, un débit de 48 000 $, et un voisin répétant une histoire préemballée qui les absolvait de tout soupçon de méfait. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une chorégraphie. Chaque temps était conçu pour que leur version des événements soit celle qui reste, pendant que j'étais encore en train de reconstituer ce qui avait été fait. Mes mains sont restées stables sur le volant, mais mon esprit dessinait déjà la carte. Je ne me jetterai pas. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me qualifier d'hyper-réactive ou d'émotionnelle. Ils pensent que je suis trop poli pour les dénoncer. Ils n'ont aucune idée que je suis déjà en train de tracer le chemin pour les enterrer avec leurs propres empreintes. La prochaine conversation que j'aurai avec mes parents ne serait pas une simple discussion. Ce serait un test qu'ils étaient voués à échouer. Le lendemain du barbecue de Dan, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Le sommeil avait été léger, interrompu par des flashs de cette alerte bancaire et du murmure suffisant du voisin à propos de mes parents qui avaient enfin eu la voiture qu'ils méritaient. Allongé là, dans le calme, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de simplement réagir à ce qui se trouvait devant moi. S'ils avaient été assez audacieux pour accumuler 48 000 $ sur ma carte, ils avaient probablement fait d'autres choses, probablement depuis des années. Café à la main, je suis allé directement au placard de rechange. C'est là que je gardais les boîtes que je n'avais pas déballées depuis mon emménagement dans cet appartement. Des dossiers, de vieilles lettres, des reçus qui ne signifiaient peut-être rien ou tout. J'ai sorti une boîte, le carton rugueux sous mes doigts, et je me suis assise en tailleur sur le sol. À peu près à la moitié de la deuxième boîte, j'ai trouvé une enveloppe froissée dans un coin. L'écriture de mon père s'étalait sur le devant en lettres capitales carrées. Assurance auto. J'ai failli la mettre de côté jusqu'à ce que je remarque la date. Il y a 5 ans. Je l'ai ouverte et j'ai déplié la seule feuille à l'intérieur. Ce n'était pas un relevé d'assurance. C'était un contrat de prêt. Mon nom tapé proprement en haut, ma signature en bas, et l'adresse du concessionnaire correspondait à celle de l'achat du SUV d'hier. La pression du stylo sur la signature était incorrecte, les boucles trop larges. Ma bouche est devenue sèche. Ce n'était pas seulement franchir une ligne. C'était la démolir au bulldozer. Je me suis penché en arrière, le papier mou dans ma main. Il y a 5 ans, je changeais d'emploi, jonglant avec 2 contrats à temps partiel avant de décrocher mon poste actuel. J'avais à peine la bande passante pour surveiller mes comptes de prêt. À cette époque, mes parents avaient annoncé des réparations soudaines à la maison, puis un voyage de dernière minute à la côte, avec des photos de couchers de soleil et de plateaux de fruits de mer. J'avais cru que les réparations étaient payées avec leurs économies. Maintenant, je savais mieux. J'ai glissé le document dans un dossier Mani 9 et j'ai écrit un seul mot sur l'onglet. Vérité. Je l'ai placé dans le tiroir de mon bureau, en le fermant à clé. Pas un mot à personne pour l'instant. Ce n'était pas une preuve pour une dispute. C'était pour quelque chose de plus grand. En début d'après-midi, le soleil doux était haut et j'ai conduit au centre-ville pour rencontrer Maverick Solène, un ami du lycée que je n'avais pas vu depuis des années. Nous nous étions retrouvés sur les réseaux sociaux, et il m'avait envoyé un message la semaine dernière pour prendre un café. Le moment semblait soudain parfait. Le café était petit avec des chaises dépareillées et une odeur de grains fraîchement moulus qui flottait dans l'air. Maverick était déjà là, me faisant signe d'une table dans un coin.
Ses cheveux étaient plus courts que dans mes souvenirs, mais son sourire était le même. Nous avons d'abord pris des nouvelles, les emplois, les amis communs, les banalités habituelles. Je lui ai dit que je travaillais dans la finance maintenant, que j'aimais la stabilité. Il m'a dit qu'il travaillait en freelance comme photographe, couvrant principalement des événements locaux. Puis il a hésité, regardant vers la fenêtre avant de se pencher. Il y a quelque chose que je devrais probablement te dire. C'est à propos de ton père. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé mon visage ouvert. Vas-y, j'étais chez O'Malley l'année dernière pour couvrir une soirée de poker caritative. Garrick était là avec quelques gars qui parlaient assez fort pour que la moitié du bar entende. Il se vantait de la facilité avec laquelle on peut utiliser l'argent de la famille quand on les élève bien. La voix de Maverick a baissé. Puis Viana est intervenue et a dit « Tu es leur fond de secours ». Les mots ont atterri comme une pierre dans ma poitrine. J'ai siroté mon café, laissant l'amertume me ramener sur terre. Tu es sûr de ça? J'en suis sûr. Je m'en souviens parce que ça m'a mis mal à l'aise, mais ils avaient l'air fiers de ça. J'ai hoché la tête lentement. Merci de me l'avoir dit. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Il a haussé les épaules, mal à l'aise. Je me suis dit que tu devais savoir. À l'intérieur, mes pensées tournaient à toute vitesse. Ce n'était pas seulement du vol. C'était du théâtre. Ils avaient transformé le fait de m'utiliser en quelque chose dont ils pouvaient se vanter, dont ils pouvaient rire en public. Ce genre de confiance ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Alors que nous terminions, j'ai regardé Maverick dans les yeux. La famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par ceux qui se présentent avec amour. Tu l'as fait aujourd'hui. J'apprécie. En retournant à ma voiture, je savais une chose avec certitude. S'il voulait jouer à ce jeu en public, je m'assurerais que le tableau de bord porte mon nom en haut. Le samedi matin, j'ai décidé que garder mes distances n'était plus suffisant. Le contrat de prêt caché, les 48 000 $ sur ma carte, les murmures suffisants que j'avais entendus de seconde main. Rien de tout cela n'allait s'estomper tout seul. Je devais regarder mes parents dans les yeux, leur donner une chance de parler franchement et voir s'ils faisaient autre chose que de persister. J'ai appelé en milieu de matinée. Biana a répondu, la voix sèche mais faussement polie. Je veux qu'on s'assoie et qu'on parle, ai-je dit. Face à face, pas à la maison. Elle a hésité. Où? Au Dallas dîner, 13h, terrain neutre. Au moment où j'ai raccroché, mon pouls était stabilisé. Sur le trajet, j'ai répété ce que j'allais dire. Pas toute la conversation, juste les grandes lignes. Les faits d'abord, la réaction plus tard. Un de mes mentors m'a dit un jour, ne pars jamais en guerre sans armes. La vérité est ton arme. J'avais l'intention de garder la mienne bien aiguisée. La porte vitrée du restaurant a fait un petit tintement quand je suis entré. La chaleur de midi s'accrochait encore à mes épaules. À l'intérieur, l'air sentait le café et l'huile de friture. Le murmure des autres clients formait une toile de fond régulière. Garrick et Viana étaient déjà dans une banquette près du fond, côte à côte, comme s'ils présentaient un front uni. Ils arboraient tous les deux la même expression décontractée que je leur avais vu utiliser avec les voisins. Une aisance calculée, comme si de rien n'était. Je me suis glissé sur le siège en face d'eux. Merci de m'avoir rencontré. Nous avons commandé du café. J'ai laissé la serveuse remplir ma tasse avant de poser mon téléphone sur la table. L'alerte bancaire s'est affichée, brillante entre nous. Ceci a touché mon compte il y a 2 jours, ai-je dit d'une voix égale. Un SUV neuf et une moto, 48 000 $, tous deux sur ma carte Gold. Garrick a jeté un coup d'œil à l'écran, puis s'est adossé, un léger sourire narquois se dessinant sur sa bouche. On le mérite plus que toi. Tu es jeune. Tu gagneras plus d'argent. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais j'ai gardé un ton stable. Vous avez utilisé ma carte d'urgence. Sans demander. Vanna a posé son café, hochant la tête comme pour donner plus de poids aux paroles de Garrick. On t'a tout donné au fil des ans. Ne fais pas comme si c'était si grave. On est une famille. C'est tout le même pot. À l'intérieur, une voix cataloguait chaque mot, chaque tournure de phrase. Ils ne se défendaient pas. Ils se justifiaient, présentant cela comme leur droit. Ils ne réalisaient pas qu'ils me donnaient exactement ce dont j'avais besoin. Leur propre aveu enveloppé d'arrogance.
Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé d'abord, ai-je demandé. Si vous croyez vraiment que c'était acceptable, pourquoi ne pas me le dire d'emblée? Garrick a gloussé, ce son court et méprisant qu'il utilisait pour mettre fin à une conversation à ces conditions. Il a attrapé son soda. Parce qu'on savait que tu réagirais de manière excessive. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que la serveuse revienne avec l'addition, ses yeux passant de l'un à l'autre, sentant la tension. L'air entre nous s'est épaissi alors que la conversation boitait, chaque échange révélant davantage le fossé qui s'était creusé pendant des années. Puis, comme si elle avait attendu le moment, Vanna a penché la tête et a dit, « À Larry, pourrais-tu passer la crème ?» Je l'ai regardée, ma voix basse. Mon nom est Zepha. Elle a fait un geste de la main, sans me regarder. Oh, tu sais de qui je veux parler. C'était assez subtil pour que quiconque observant puisse penser que c'était juste un lapsus, mais je savais mieux. C'était le genre de petite pique délibérée destinée à vous rappeler que vous êtes interchangeable à leurs yeux, peu importe ce que vous avez fait pour eux. Une phrase de ma mère a refait surface, une qu'elle utilisait pour des blessures entièrement différentes. Les plus petites coupures sont souvent les plus profondes. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question d'identité, de m'effacer tout en gardant mes contributions, de réécrire le grand livre familial pour que mon nom n'apparaisse jamais à côté de ce que j'avais construit. Je me suis levé, glissant hors de la banquette. Si vous voulez continuer à franchir les lignes, ai-je dit, la voix égale, je suis prête à redessiner toute la carte. Je les ai laissés là, les tasses de café à moitié vides entre eux se refroidissant de minute en minute. Dimanche matin est arrivé avec ce genre de lumière du soleil qui semble chaude mais cache un frisson. J'avais à peine dormi, la conversation du restaurant se rejouant dans mon esprit. Le sourire narquois de Garrick, le geste de mépris de Vanna. J'ai décidé qu'il n'y aurait plus de faux-semblants publics. S'ils voulaient jouer sur leur propre terrain, j'irais droit au but. Au moment où je suis arrivé dans leur rue, je m'étais installé dans la même concentration que j'utilisais pour les négociations de clients à enjeux élevés. La porte du garage était grande ouverte, une annonce silencieuse qu'ils étaient à la maison. Le SUV était garé en biais dans l'allée comme un trophée, brillant sous la lumière matinale. Garrick était dans la cour avant, accroupi sur la moto, polissant le chrome comme si nous n'avions jamais échangé deux mots vifs de notre vie. Je me suis garé sur le trottoir, je suis sorti et je suis passé devant lui sans ralentir. Sa tête s'est levée, une lueur dans ses yeux. De l'agacement. De l'amusement. Mais il n'a rien dit. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le nettoyant au citron, le genre qu'ils n'utilisaient que lorsqu'ils attendaient de la compagnie. Vanna est apparue de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon, sa bouche déjà figée dans cette ligne qui signifiait qu'elle avait décidé comment cela allait se passer. « Je ne t'attendais pas », a-t-elle dit d'un ton neutre. « Je suis sûr que non », ai-je répondu en entrant plus loin. « Mais nous allons parler. » Les murs semblaient se resserrer autour de nous. Je n'ai pas perdu de temps en politesse. Je suis au courant du débit de 48 000 $. Je suis au courant du prêt falsifié d'il y a 5 ans, et je sais que vous dites aux gens que je suis votre fonds de secours. Garrick s'est redressé, son chiffon pendant d'une main. Tu exagères, a-t-il dit, la voix s'élevant. Tu as toujours été dramatique. Nous t'avons aidé, nous t'avons tout donné, et c'est comme ça qu'on est remercié. Ce ne sont pas des remerciements, ai-je dit, le ton toujours égal. C'est du vol. Il s'est approché, les épaules carrées. Si tu ne peux pas respecter cette famille, sors. Les mots ont claqué comme un fouet, et il a montré la porte. Derrière lui, Vanna s'est déplacée avec une détermination soudaine, ouvrant le placard du couloir. Un par un, elle a sorti des objets qui avaient été laissés ici au fil des ans, une photo encadrée de ma remise de diplôme, une couverture que ma mère avait faite, et les a jetés vers la porte ouverte. Le cadre a heurté le parquet avec un bruit sec. Je suis resté planté là, laissant son petit théâtre se dérouler. Fini, ai-je demandé doucement. Elle a laissé échapper un petit rire. Presque. Je me suis penché, j'ai ramassé la couverture, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai glissée sous mon bras. Je vais prendre mes clés et mes documents, ai-je dit en passant devant eux vers le petit bureau où j'avais autrefois fait mes devoirs. Mes papiers d'assurance, mon passeport de rechange. Ils sont allés dans mon sac. J'ai fermé la fermeture éclair avec un calme délibéré. Puis je suis sorti, passant devant le tas de ce qu'ils considéraient comme mon histoire, et vers ma voiture. J'étais à mi-chemin quand quelque chose a attiré mon attention.
Vanna, debout sur le porche, les bras croisés, portant le collier en or de ma mère. Pas n'importe quel collier, celui que j'avais gardé dans une pochette en velours après sa mort. Un des rares objets tangibles d'elle qu'il me restait. Rends-le, ai-je dit, ma voix coupant l'air. Elle a penché la tête, un sourire narquois se dessinant au coin de sa bouche. Ta mère me l'a donné avant de mourir. Tu ne t'en souviens probablement pas, je me suis approché assez près pour voir la chaîne briller contre sa peau. C'est un mensonge. Elle n'a pas bronché. Crois ce que tu veux. La piqûre n'était pas seulement dans le vol. C'était dans la réécriture de l'histoire. La tentative silencieuse d'effacer ma revendication sur quelque chose de profondément à moi. J'ai rencontré son regard et je l'ai tenu, laissant le silence s'étirer, mes mains toujours le long de mes côtés. Finalement, je me suis retourné sans un autre mot, j'ai déverrouillé ma voiture et je suis monté à l'intérieur. Il pensait que me jeter dehors signifiait que l'histoire était terminée. Il n'avait pas réalisé que je tournais juste la page. Lundi matin a commencé avec mon téléphone qui a failli vibrer hors de la table de chevet. À moitié endormi, je l'ai attrapé, m'attendant peut-être à un rappel de calendrier ou à une quelconque bêtise promotionnelle. Au lieu de cela, j'ai vu une rangée de SMS non lus d'amis, de collègues, même de mon ancienne voisine, Madame Lagne, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé avec le poste de ta mère? Waouh, audacieux. Mon estomac s'est noué avant même que j'ouvre Facebook. La première chose sur mon fil d'actualité était une photo du SUV garé proprement dans l'allée de mes parents. Vanna l'avait cadré juste comme il faut, de sorte que le chrome brillait sous le soleil du matin. Sa légende disait, certains enfants ne sont que des preneurs. Ils oublient qui leur a donné la vie. Les commentaires étaient un défilé d'approbations enthousiastes. Tellement heureux pour vous deux. Vous l'avez mérité. Certaines personnes n'apprécient pas assez leurs parents de nos jours. Et un particulièrement cinglant de la femme de mon cousin. Je suppose que c'est vrai ce qu'on dit. On peut les élever, mais on ne peut pas leur apprendre la gratitude. J'ai fait défiler, le visage sans expression. Ils avaient élaboré un récit parfait, des parents aimants se récompensant enfin après des années de sacrifices, cruellement incompris par leur fille égoïste. Je pouvais presque entendre la voix de Gary coacher Vanna sur la formulation. J'ai pris des captures d'écran du post. Chaque commentaire, chaque horodatage, tout a été mis dans le dossier « Vérité » de mon ordinateur portable. Pas de réponse publique. J'avais appris il y a longtemps que tout ce que je dirais serait passé à travers leur filtre et recraché, déformé. Ils voulaient un public, ai-je pensé en fermant l'application. Je m'assurais qu'ils en aient un qu'ils ne peuvent pas contrôler. À midi, j'avais mon plan. Si Vanna avait été prête à lancer une campagne de dénigrement public, je devais attraper quelque chose de plus difficile à nier. Était le maillon faible, trop confiante dans son rôle, pas aussi prudente que Garrick et Vanna. Je me suis arrêté dans un café, j'ai pris 2 cafés et j'ai conduit jusqu'au showroom de moto où elle travaillait. Quand je suis entré, elle a eu l'air vraiment surprise, mais elle l'a vite caché. Zépha, 2 fois en une semaine. À quoi dois-je cet honneur? J'ai levé la tasse. Je me suis dit qu'une pause caféine te ferait du bien. Les lundis sont brutaux. Son sourire s'est adouci. Tu n'as pas tort. Nous avons bavardé nonchalamment du temps qu'il faisait et de la foire d'État à venir. Je l'ai observé attentivement. La façon dont ses épaules se détendaient, comment elle s'appuyait nonchalamment contre le comptoir. Les gens se trahissent quand ils pensent qu'ils ont déjà gagné. Elle m'a proposé de m'emmener dans son bureau pour qu'on puisse s'asseoir. J'ai suivi, posant le café sur son bureau. Nous avons continué la conversation, mais au milieu d'une phrase sur son nouveau manager, son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil rapide, et quelque chose a changé, juste une lueur dans ses yeux avant qu'elle ne le pose face contre table. J'avais eu le temps d'apercevoir assez de l'écran pour que mon pouce accélère. Tout en haut, dans la ligne de prévisualisation, il était écrit « Je t'enverrai son code PIN », suivi du nom de ma mère. Mon expression n'a pas changé. J'ai hoché la tête à ce qu'elle venait de dire sur le travail et j'ai pris une autre gorgée de café. Si elle a remarqué mon immobilité, elle ne l'a pas montré. Nous avons parlé encore quelques minutes avant que je ne m'excuse. Sur le parking, j'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé une ligne à Tante Télina. Nous avons notre preuve irréfutable. Sa réponse est venue rapidement. Une capture d'écran d'un ancien fil de discussion entre elle et un ami commun. Le message exact de ma mère demandant de transmettre mes coordonnées bancaires.
Horodatée, claire comme de l'eau de roche. Je l'ai immédiatement enregistré, glissant les 2 pièces à conviction dans le dossier qui ne cessait de s'épaissir. Mon esprit était froid, précis. Ils avaient utilisé ma confiance comme monnaie d'échange. Il était maintenant temps de mettre ce compte en faillite totale. S'ils voulaient jouer sale, ils venaient de m'apprendre tous les coups dont j'avais besoin pour les battre. Le mardi matin, j'en avais assez de la chaleur étouffante de Boise et de la façon dont chaque coin de mon appartement semblait résonner des voix de mes parents des années passées. J'avais besoin de distance, d'un endroit où l'air n'avait pas le goût de l'essence et du ressentiment. Spokane n'était pas loin, et tante Télina était la seule personne en qui je pouvais encore avoir confiance sans remettre en question chaque mot. Le trajet fut assez long pour laisser mon esprit se poser sur un plan. Je n'arrêtais pas de rejouer le sourire suffisant de Vanna, le post sur Facebook, le SMS sur mon code PIN. Rien de tout cela ne me surprenait plus. Ce qui me surprenait, c'était la rapidité avec laquelle ils avaient escaladé. Le problème avec l'escalade, cependant, c'est que ça marche dans les 2 sens. Télina était sur le porche quand je suis arrivé, une tasse de café à la main et ce regard mesuré et constant qu'elle avait toujours eu. « Tu as l'air d'avoir vécu une semaine en 2 jours, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras, une odeur légère de lavande et de cannelle se dégageant d'elle. Nous nous sommes assises sur le porche, les planches chaudes sous mes pieds. Je lui ai tout raconté, comment ils avaient pris la carte, le prêt falsifié, les ragots que Maverick avait entendus, le collier. J'ai exposé les événements comme des pièces de puzzle sur la table entre nous, observant son expression passer d'une écoute patiente à une sorte de fureur tranquille. Elle n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu fini, elle a disparu à l'intérieur sans un mot. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec une grande enveloppe manille scellée et légèrement usée. Je gardais ça, a-t-elle dit en la posant sur mes genoux. À l'intérieur se trouvait une copie du contrat d'achat du SUV. Mon nom était imprimé proprement en haut en tant qu'acheteur. Ma signature exactement comme elle apparaissait sur les documents légaux parce que c'était ma signature réelle, tirée d'un formulaire sans rapport qu'ils avaient apparemment subtilisé. Les yeux de Télina ont rencontré les miens. J'ai récupéré ça des archives publiques il y a des semaines. J'avais un pressentiment. J'ai tracé les lettres de mon nom avec mon pouce, le poids du papier plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. On ne gagne pas ces combats en criant, a-t-elle dit en se penchant en arrière dans sa chaise. On les gagne en montrant au monde les reçus. Ces mots se sont mis en place comme la dernière pièce d'une serrure qui se ferme. J'ai plié soigneusement le contrat et je l'ai remis dans l'enveloppe. Je suis prête à passer à la vitesse supérieure, lui ai-je dit. Elle a juste hoché la tête en sirotant son café. Alors fais-le intelligemment. Au moment où je suis retourné à Boise ce soir-là, le ciel était strié d'orange et de violet. Je n'ai même pas pris la peine de défaire le sac de voyage que j'avais préparé à la hâte. Au lieu de cela, j'ai glissé mon téléphone dans ma poche arrière, j'ai ouvert l'application d'enregistrement et je l'ai lancé. Le téléphone était glissé juste assez profondément dans mon jean pour que le microphone dépasse. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, me disant que j'étais là pour éclaircir les choses. La vérité était plus simple. Je voulais qu'il me donne ce qu'il niait au grand jour. Garrick a ouvert la porte, son expression neutre et étudiée. Je ne pensais pas te revoir si tôt. Je pensais qu'on devrait parler, ai-je dit en entrant avant qu'il ne puisse répondre. Nous avons commencé dans le salon, chacun prenant place comme des pièces sur un échiquier. J'ai gardé un ton léger, conversationnel, à propos du SUV et de la moto. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Les yeux de Garrick se sont plissés, mais sa voix est restée désinvolte. On a déplacé de l'argent. La famille devrait s'entraider quand c'est nécessaire. Et le prêt d'il y a des années, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. La même chose. Tu n'utilisais pas le crédit, alors pourquoi le laisser dormir? Viana est intervenue depuis le fauteuil, croisant une jambe sur l'autre. Ce SUV et cette moto, ils dormaient sur la carte. Tu fais comme si c'était un crime énorme. Chaque phrase était un cadeau. Des aveux clairs déguisés en justification. J'ai posé des questions qui les poussaient à se répéter, à confirmer des détails. Donc, vous dites que vous avez décidé sans me le dire parce que vous pensiez que c'était bien? C'est exactement ce que nous disons, a dit Garrick en se penchant en avant, les mains sur les genoux. J'ai laissé la conversation s'éteindre naturellement, comme si j'avais obtenu la conclusion que j'étais venu chercher. Nous avons échangé les au revoir rigides habituels, aucun de nous ne s'approchant plus que nécessaire. De retour dans ma voiture,
j'ai arrêté l'enregistrement et j'ai écouté les 30 premières secondes. La voix de Garrick était claire, suivie de celle de Vanna. Parfait. Il pensait qu'il gagnait une dispute. Je savais que je venais de gagner la guerre. Le jeudi après-midi, l'air était lourd de chaleur, et une légère odeur de viande grillée flottait depuis le jardin de mon cousin. Les barbecues familiaux avaient toujours été plus un spectacle qu'une réunion. Chacun se pavanait, les conversations portant autant sur le statut que sur la prise de nouvelles. Je savais que Garrick et Vanna seraient là. Et je savais exactement ce qu'ils amèneraient avec eux. Leur trophée volé. Quand je suis arrivé, le SUV était positionné à l'avant de l'allée comme un modèle d'exposition, incliné juste assez pour attraper le soleil. Le chrome reflétait la lumière du jour tardive, presque aveuglante, comme s'il défiait quiconque de ne pas le remarquer. Je pouvais déjà entendre le rire de Garrick depuis la cour, ce son profond et théâtral qu'il utilisait pour tenir le crachoir. À l'intérieur, le salon bourdonnait de bavardages. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Des tantes serrant des assiettes en carton remplies de côtes levées et de salades de pommes de terre. L'odeur de la sauce barbecue flottait dans l'air. J'ai traversé en hochant poliment la tête, mais mes yeux cherchaient Elina. Elle était à l'ombre près du patio, parlant doucement avec l'oncle Raymond, l'aîné de la famille et la seule personne dont l'opinion avait encore du poids dans toutes les branches de notre arbre généalogique enchevêtré. Dans la cour, Garrick et Vanna étaient exactement comme prévu, téléphone à la main, faisant défiler des photos du SUV et de la moto, racontant la même histoire encore et encore à toute oreille attentive. On a finalement décidé de se faire plaisir, a dit Garrick à un petit groupe, et ils ont tous souri comme si c'était un exploit inspirant. Finalement, la conversation s'est tournée vers la possibilité de voir le SUV en personne. Garrett a tapé dans ses mains en criant « Allez, tout le monde, allons jeter un coup d'œil ». Le groupe s'est dirigé vers l'allée, et j'ai suivi, en restant à l'arrière. Je les ai laissés se prélasser dans leurs petits moments, leurs voix se superposant d'admiration. Un de mes oncles m'a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a souri. Jalouse ? J'ai souri, calme et délibéré, et j'ai plongé la main dans mon sac. Mes doigts se sont refermés sur la forme familière de la télécommande de la clé de rechange. Sans un mot, j'ai appuyé sur le bouton. Les phares du SUV ont clignoté. Le klaxon a émis un bip bref et sec. Le groupe s'est tu. Le sourire de Garrick a vacillé une fraction de seconde avant qu'il ne force un rire. Tu as dû la voler, hein ? J'ai rencontré ses yeux. C'est difficile de voler quelque chose qui m'appartenait au départ. Un léger murmure a parcouru les spectateurs. J'ai surpris quelques sourcils levés, quelques regards entendus. La tension a changé, le terrain sous le récit de Garrick commençant à se fissurer. Je lui ai tourné le dos et je me suis dirigé vers l'endroit où se tenait l'oncle Raymond, toujours tenant son verre de thé glacé. J'ai de nouveau plongé la main dans mon sac et j'ai sorti le document plié que Téna m'avait remis il y a quelques jours. « Pourriez-vous me lire ça ?» ai-je demandé, ma voix portant juste assez pour atteindre le reste du groupe. Il l'a déplié, a ajusté ses lunettes et a commencé à lire. Nom de l'acheteur, Zepha Quinlin. Sa voix n'a pas faibli, mais le silence autour de lui s'est approfondi. Chaque mot semblait atterrir plus lourdement que le précédent. Garrick a fait un pas en avant. C'est juste de la paperasse pour l'aider à se faire un crédit. Mais l'oncle Raymond l'a interrompu d'un regard. Ça ne se lit pas comme ça pour moi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Le papier avec son encre, ses dates et ses signatures parlaient plus fort que tout ce que j'aurais pu crier. C'est la seule vérité que je partagerai aujourd'hui, ai-je dit en reprenant le contrat et en le posant sur le capot du SUV. Puis je me suis retourné et je suis retourné à l'intérieur, laissant la preuve bien en vue pour quiconque voulait y regarder de plus près. Derrière moi, les murmures ont enflé et j'ai senti le changement dans l'air. Il voulait une scène et je venais de la transformer en salle d'audience. Vendredi matin, l'air était plus frais qu'il ne l'avait été de toute la semaine, un mince voile de nuages adoucissant le soleil d'été. Je suis sorti avec un sac poubelle à la main, profitant du bref calme avant que la rue ne se réveille complètement. C'est là que j'ai vu Joran Achevaille, mon voisin d'en face, revenant de sa boîte aux lettres avec le journal du jour sous le bras. « Bonjour », a-t-il appelé, me lançant un regard entendu. « Sacrée scène chez ton cousin hier. » J'ai haussé un sourcil, posant le sac poubelle à côté du conteneur. « Tu étais là. »« Pas exactement », a-t-il dit en baissant la voix alors qu'il se rapprochait. « Mais j'ai assez entendu de la part des gens qui y étaient. »
Les gens ont commencé à interroger Garrick sur le SUV une fois que tu es parti. Il est devenu évasif, ne donnant pas de réponse claire. Je pouvais facilement me l'imaginer. Garrick, cherchant à combler les trous sans admettre qu'ils existaient. Qu'a-t-il dit? Il n'arrêtait pas de marmonner quelque chose sur des arrangements familiaux et sur la façon dont tu les aidais. Mais plus il esquivait, plus ils insistaient. Tu sais comment c'est. Évite une question assez longtemps et tu pourrais aussi bien accrocher une pancarte disant que tu caches quelque chose. Les coins de ma bouche se sont légèrement relevés. Laisse-moi deviner. Quelqu'un l'a filmé. Plus d'une personne, a confirmé Joran. Quelques-uns de tes cousins avaient leur téléphone sorti. Je ne serais pas surpris si des clips circulent d'ici le week-end. C'était mieux que ce que j'avais osé espérer. Les témoins directs étaient une chose. La vidéo en était une autre. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Il a haussé les épaules. La vérité est plus facile à croire quand elle vient de quelqu'un qui était réellement là. En rentrant à l'intérieur, ces mots ont résonné dans ma tête. La vérité est plus forte quand elle est répétée par quelqu'un qui l'a vue de ses propres yeux. Peut-être que la tendance commençait enfin à s'inverser. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a vibré avec un SMS. J'étais à mi-chemin de la rédaction d'un email pour un client, mais le nom de l'expéditeur a instantanément attiré mon attention. Désolé pour le malentendu, mais nous avons encore besoin de ton code PIN pour quelque chose d'urgent. Je l'ai lu 2 fois, laissant la formulation délibérée s'imprégner, le faux regret dans la première moitié, le pivot soudain vers une demande dans la seconde. C'était un exemple classique de la façon dont les excuses étaient utilisées comme une arme dans ma famille. Pas un aveu de faute, mais un appât. Une tentative de me ramener dans le cycle où les aider signifiait me vider encore et encore. J'ai pris une capture d'écran, l'ai enregistrée dans le dossier « Vérité » aux côtés du post Facebook, du contrat et de l'enregistrement de mardi soir. Puis j'ai posé le téléphone face contre table. Pas de réponse. Un proverbe américain m'est revenu à l'esprit. Chat échaudé craint l'eau froide. Je me suis adossé à ma chaise, sentant le calme s'installer. L'ancienne moi aurait peut-être mordu à l'hameçon, répondu, expliqué, peut-être même négocié. Mais le silence pouvait être son propre message. Il pensait que quelques mots doux pourraient me faire revenir. J'étais déjà en train de suivre un chemin qu'il ne pouvait pas suivre. Samedi matin a commencé assez calmement. J'étais assise à ma table de cuisine avec une tasse de café, la vapeur s'enroulant vers la lumière du soleil qui filtrait à travers les stores. L'immobilité semblait trompeuse, comme la respiration retenue avant qu'un rideau ne se lève. Mon téléphone s'est allumé avec un appel d'un numéro que je reconnaissais. Le contact de la société de financement qui m'avait aidé en coulisses plus d'une fois. J'ai répondu et sa voix calme m'a annoncé la nouvelle que j'attendais. L'ordre de reprise de possession a été traité. Le chauffeur est en route. En quelques minutes, j'étais dans ma voiture, le café abandonné sur la table. Je ne voulais pas manquer ça. J'ai pris les virages familiers vers la rue de mes parents, ralentissant en approchant de leur allée. La dépanneuse était déjà là, son moteur grondant à bas régime, reculant pour se mettre en position. Le chauffeur se déplaçait avec une précision mécanique, abaissant la rampe vers le SUV étincelant comme un prédateur se rapprochant. De la porte d'entrée, Garrick est sorti en sandales, sa voix vive et incrédule. « Qu'est-ce que vous croyez faire, bordel ?» Le chauffeur n'a pas bronché, continuant simplement à fixer les roues avant dans les pinces du camion. Vanna est apparue ensuite, son téléphone déjà levé, enregistrant comme si elle pouvait transformer cela en une autre performance publique. « Nous avons la preuve que vous prenez ce qui est à nous », a-t-elle crié, pivotant légèrement pour que sa voix porte vers quelques voisins sur leur Porsche. Les pinces se sont verrouillées avec un claquement métallique. Garrick s'est jeté en avant, gesticulant sauvagement. « Vous ne pouvez pas prendre ça. C'est à nous. » Le chauffeur a simplement dit « Madame, monsieur, il s'agit d'une reprise de possession sous l'autorisation du prêteur. Tout litige doit être réglé avec eux. » Son ton était ennuyé, presque récité. Le SUV a roulé lentement sur la rampe, les chaînes cliquetant. Puis, comme pour enfoncer le couteau, le chauffeur s'est dirigé vers le côté de la maison où la moto était garée. En moins de 5 minutes, la moto était attachée sur le plateau, brillant sous le soleil d'été. Je suis resté dans ma voiture au bout de la rue, les fenêtres fermées, regardant à travers le pare-brise. Ma présence est passée inaperçue dans le chaos. De l'autre côté de la rue,
deux de leurs voisins filmaient avec leur téléphone, murmurant entre eux. Des enfants s'appuyaient sur leur vélo au bord de la cour, les yeux écarquillés. Le spectacle se jouait devant un public, et chaque seconde était enregistrée sous plus d'un angle. Alors que la dépanneuse s'éloignait, Garrick se tenait dans l'allée, la poitrine haletante. Vanna tenant toujours son téléphone comme une bouée de sauvetage. J'ai jeté un dernier regard avant de partir, mon pouls régulier. La justice n'a pas toujours besoin d'un marteau. Parfois, elle vient avec des systèmes hydrauliques et des chaînes. Cet après-midi-là, j'étais assise en face de mon avocat dans son bureau calme et tapissé de livres. Les stores étaient tirés contre l'éblouissement, et le bourdonnement du climatiseur était le seul son entre nos phrases. Il a fait glisser une lettre imprimée vers moi, chaque mot précis, dépouillé d'émotion. Elle exigeait le remboursement intégral, plus des dommages et intérêts pour l'utilisation non autorisée de mes comptes. Les dates, les montants et les preuves jointes étaient présentées méthodiquement. Des copies de l'aveu enregistré, des captures d'écran du SMS épinglé et du contrat public de l'achat du SUV. Ceci par en courrier recommandé et par email, a-t-il dit en tapotant la page. Pour qu'il ne puisse pas prétendre ne pas l'avoir reçu. Je l'ai lu 2 fois. Pas une seule fois je n'ai ressenti d'hésitation. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de clore le chapitre, de tracer une ligne à l'encre et de s'assurer qu'elle y reste. Ils sauront, ai-je dit doucement, que ce n'est plus une querelle de famille. C'est juridique, a-t-il hoché la tête. Une fois qu'ils réaliseront que le lieu a changé pour un tribunal, leurs tactiques changeront ou ils s'obstineront. Quoi qu'il en soit, vous serez prête. J'ai signé l'autorisation et il a rassemblé les pages dans un dossier impeccable. Avant de partir, nous avons fixé un suivi pour dans 2 semaines, le temps qu'il réponde ou l'ignore, l'une ou l'autre de ces options me laissant le prochain coup. En retournant dans la chaleur de l'après-midi, j'ai imaginé Garrick et Vanna ouvrant la lettre, observant leur visage alors qu'ils comprenaient les implications. Au moment où ils liraient mon nom sur cette enveloppe, la partie serait déjà terminée. La semaine qui a suivi l'envoi de l'avis juridique a été différente de ce à quoi je m'attendais. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique dramatique, pas de coup à ma porte, pas d'apparition soudaine sur mon parking. Le silence était presque désorientant au début, comme entrer dans une pièce où l'air a changé, mais on ne peut pas dire pourquoi. J'ai décidé de remplir ce silence avec quelque chose de mieux. Les matins sont redevenus les miens. J'ai commencé à me promener dans le quartier, passant devant des maisons que j'avais évitées auparavant, me réappropriant des rues qui me semblaient autrefois un champ de mine. J'ai salué les joggeurs, fait un signe à l'homme qui arrosait sa pelouse tous les jours à 9 heures. À l'intérieur de mon appartement, même la lumière semblait différente. Sans la crainte constante de leur voix s'insinuant, l'espace semblait plus grand, plus léger. Je pouvais laisser mon téléphone sur le comptoir sans me crisper à chaque fois qu'il vibrait. Un matin, en sirotant un café à mon bureau, je me suis souvenu d'une citation que j'avais lue il y a des années. Parfois, l'endroit le plus dangereux est celui que l'on a toujours appelé chez soi. Je pensais l'avoir comprise à l'époque. Maintenant, je la connaissais jusqu'au plus profond de mes os. Un chez-soi n'était pas seulement un bâtiment. C'était là où l'on se permettait d'être. Et pendant des années, je m'étais laissé à leur portée. L'absence de confrontation ne signifiait pas que le travail était terminé. Me détacher de années de manipulation était plus lent, plus silencieux, mais tout aussi délibéré que n'importe quel combat que j'avais jamais mené. Au milieu de la semaine, un email est apparu dans ma boîte de réception d'un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Madame Alden, ma professeure d'économie au lycée. J'ai cliqué sans réfléchir. Zepha, commençait-il. J'ai vu un article sur votre travail de consultante dans le journal d'affaires locales. Félicitations pour cette croissance. J'ai toujours su que vous construiriez quelque chose de valable. Elle a continué en se remémorant un jour dans sa classe où j'avais défendu un autre élève. Quelqu'un qui était blâmé pour un projet de groupe qui avait mal tourné. Vous n'avez pas élevé la voix, mais vous avez exposé les faits si clairement que la pièce est devenue silencieuse. Je me souviens avoir pensé, cette fille s'en sortira très bien dans ce monde. Ne laissez pas les gens à l'esprit étroit vous faire douter de cela. Je l'ai lu 2 fois. La chaleur dans ma poitrine se propageant lentement et régulièrement. Ce genre de validation ne venait pas de l'obligation ou des liens du sang. Elle venait de quelqu'un qui vous avait vu au fond de vous-même et qui avait aimé ce qu'il avait vu. J'ai répondu, la remerciant, pas seulement pour l'email, mais pour le souvenir, lui disant à quel point cela signifiait pour moi d'entendre cela maintenant. En appuyant sur envoyer,
j'ai réalisé que c'était le genre de lien qui valait la peine d'être entretenu. Ce n'est pas le sang qui nous lie, c'est le respect, et j'en ai beaucoup là où ça compte. Le vendredi, j'avais commencé à planifier la phase suivante. Je voulais développer mon activité de conseil, prendre 2 clients de plus avant la fin du trimestre. Le travail était stable, mais maintenant il semblait avoir un but, construit entièrement selon mes conditions, détaché de leur ingérence. J'ai aussi commencé à passer des appels que j'avais reportés pendant des années. Des amis dont je m'étais éloigné, non pas à cause d'une dispute, mais parce que les urgences familiales constantes m'avaient vidé de l'énergie nécessaire pour être présente. Un déjeuner s'est transformé en plan pour une randonnée le week-end. Puis un autre ami a suggéré un événement de réseautage. Le samedi, je me suis offert quelque chose que je convoitais depuis des mois. Une nouvelle chaise de bureau. Rien d'extravagant, juste confortable et offrant un bon soutien. Un investissement discret dans l'espace où je construisais mon avenir. Je l'ai assemblé cet après-midi-là. Le clic de chaque vis, une petite déclaration. C'est à moi, payé par moi, choisi par moi. Je n'attendais plus d'excuses. Elle ne viendrait jamais. Et même si elle venait, elle ne changerait rien. Cette prise de conscience était plus nette que je ne l'imaginais. Libératrice même. Les blessures étaient toujours là, mais elles ne dictaient plus ma direction. J'avais arrêté de me tenir à l'entrée, espérant que quelqu'un d'autre les ouvre. Je n'attendais plus qu'une porte s'ouvre. J'étais occupé à construire la mienne. 2 semaines après l'envoi de l'avis juridique, j'étais en train d'examiner le rapport trimestriel d'un client lorsque mon téléphone s'est allumé avec un numéro de ma banque. Ce n'était pas la ligne d'assistance générale. C'était la ligne directe du gestionnaire de compte qui m'avait discrètement aidé plus d'une fois. « Zépha » a-t-elle dit, la voix basse. « Nous avons trouvé quelque chose que vous devriez voir. Un compte au nom de Garrick et Vanna. Un solde substantiel. L'historique des dépôts correspond à plusieurs des dates que vous avez signalées pour des retraits suspects de vos comptes au cours des 5 dernières années. » J'ai mis le rapport de côté, écoutant alors qu'elle décrivait les montants, comment ils avaient augmenté au fil du temps, alimentés par des virements qui ne leur appartenaient jamais. « Pouvez-vous me fournir la documentation complète ?» ai-je demandé. « C'est déjà en cours » a-t-elle répondu. « Votre avocat l'aura d'ici la fin de la journée. » Quand j'ai raccroché, j'ai fixé le mur pendant un long moment. Ils ne s'étaient pas contentés de me prendre. Ils avaient accumulé ma confiance comme si c'était leur fonds d'urgence personnel, renforçant leur sécurité tout en laissant la mienne vide. C'était la dernière pièce dont j'avais besoin, légalement, émotionnellement. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à leur maison une dernière fois, non pas pour discuter, non pas pour négocier. C'était une livraison, pure et simple. Garrick a ouvert la porte, son ton feignant l'aisance. « Eh bien, regarde qui a décidé d'eux. » Je l'ai interrompu en lui tendant une enveloppe scellée. « C'est pour vous. » Elle comprend des copies des relevés de comptes cachés, la réclamation mise à jour de mon avocat et la liste des dates d'audience auxquelles vous êtes attendu. Via est apparu derrière lui, les bras croisés sur sa poitrine. « La famille ne poursuit pas la famille en justice », a-t-elle dit, la note familière d'accusation s'enroulant autour de chaque mot. J'ai rencontré ses yeux. La famille ne vole pas en appelant ça de l'amour. Garrick a commencé à ouvrir la bouche, mais j'ai levé une main. Vous aurez votre chance de parler devant un juge. Ce sera la dernière fois que vous me verrez, à moins que ce ne soit de l'autre côté d'une salle d'audience. Pas de cris, pas de théâtralité, juste les faits remis avec le poids qu'ils méritaient. Je me suis retourné et je suis parti, leur silence s'accrochant à mon dos comme une ombre. L'enveloppe est restée dans les mains de Garrick, non ouverte, mais lourde. De retour à la maison, j'ai glissé les nouveaux documents dans le dossier « Vérité », puis je l'ai enfermé dans le classeur. J'ai envoyé un email à mon avocat pour confirmer que j'étais prête à poursuivre s'ils ignoraient les conditions de remboursement. Ce soir-là, j'ai retrouvé des amis pour dîner dans un petit bistrot du centre-ville. L'air sentait le pain au romarin et les légumes grillés, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais présente dans l'instant. Nous avons ri, échangé des histoires, fait des plans pour un week-end. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à une citation de Maya Angelou. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. Je les avais crus et j'avais agi en conséquence. Ma vie était à moi maintenant. Plus de ficelles attachées à leurs mains. Plus d'attente de validation de la part de personnes qui prospéraient en la refusant. Ils m'avaient assez pris. Maintenant,
je reprenais tout.